été coupés. Nous avons été coupés. Donc je continue. Démarrage janvier 1944. Janvier-mai 1944. À la fin du mois de janvier, une brève note de l'état-major américain fait savoir qu'une commission viendra le 13 février prochain inspecter hommes, armes et matériel afin de décider si la 2e division blindée est apte à faire campagne dans le cadre des armées alliées. C'est l'examen de passage, commente le lieutenant Sauret. Normal, ajoute Gaufre. Les Américains veulent savoir ce que nous avons fabriqué depuis 3 mois que nous avons perçu leur matériel. Sauret n'est pas inquiet. Ces 3 derniers mois n'ont laissé aucun répit aux unités. C'est peut-être la raison pour laquelle, en cette fin de janvier 1944, la 2e division blindée a acquis son visage définitif. Efficacité, vitesse d'exécution, cohésion et surtout résultat non négligeable, esprit de corps. Les différences ont été limées, laminées plutôt par la vie infernale qu'elle a menée. Les antagonismes ont fondu au feu de l'entraînement. La haine vient souvent d'une méconnaissance que les gens ont les uns des autres. C'est une forme de peur, a conclu Guigon. En tout cas, marsouin ou cavalier bien malin qui pourrait faire la différence, ajoute Gaufre. Mais ces questions sont balayées par la perspective de l'inspection. Pour les gradés, les hommes de la DB, c'est au-delà d'une question d'orgueil national, la perspective du brevet de campagne qui les stimule. Ils ne nous passeront rien, affirme encore Guigon. Les ricains sont déjà tatillons quand il s'agit de leurs propres troupes, alors pensez quand il s'agit de Français. Ce sont les troupes françaises qui ont combattu, ce ne sont pas les Américains. Ils ont fourni le matériel. Mais écoutez et voyez la suite, ce qu'ils ont fait par la suite. Ils seront ressortis les grands vainqueurs avec le minimum de pertes. On a voulu se débarrasser des Boches, on s'est coltiné les Américains qui ont profité de l'occasion. Vous allez comprendre. Ils nous prennent pour des nègres. Nous n'avons pas très bonne réputation. Ils nous prennent pour des nègres. Ou en tout cas pour des gens pas très sérieux. Alors on va leur montrer. Les 2 semaines qui suivent l'annonce de l'inspection sont passées dans la fièvre. Astiquage des véhicules, démontage et remontage des moteurs, des armes, des matériels, revue de pactage. Rien n'est laissé au hasard. Les officiers eux-mêmes planchent sur les mystères du crabotage. Non, la petite, non. Ouais, c'est ça. Les enfants. Alors, j'arrive. Faut que je termine. Parce que c'est très important que les Français sachent qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi. Et qu'on ne voie pas les chasseurs africains, les tirailleurs. Et la majorité sont morts. Mais il y a encore des survivants. On aimerait les voir. Et s'ils ne sont pas, au moins qu'on voie leurs enfants qui les représentent. Alors, Monsieur Emmanuel Macron, ça c'est de la culture générale. Voyez-vous? Alors, les 2 semaines qui suivent l'annonce de l'inspection sont passées dans la fièvre. Astiquage de véhicules, démontage et remontage des moteurs, des armes, des matériels, revue de pactage. Rien n'est laissé au hasard. Les officiers eux-mêmes planchent sur les mystères du crabotage de la Jeep. Les sous-officiers sur les arcanes du ressort récupérateur de la 30. Beaucoup font du zèle et Eggenspiller, le commandant de la compagnie d'appui du 2e régiment de la marine, RMT ça s'appelle, il faut que je regarde les acronymes, exige que les matériels optiques soient démontés et remontés par les pointeurs, ce qui étonnera bientôt les experts américains dont la compétence ne va pas jusque-là. Personne ne rêve, aucun ne veut être la cause de l'échec. La date fatidique arrive enfin. Tôt, le 13 février, la commission américaine débarque à Témara. Où est-ce que c'est Témara, en fait? J'ai oublié. Ce serait bien de nous le préciser. À sa tête, un général au visage aigu, à l'air sévère. Il s'appelle Klingman et passe pour le plus coriace des officiers du matériel. Une vraie terreur, confirme Guigon, et pas enclin à la rigolade. En effet, dans leurs souvenirs, les Français se rappelaient des inspections des intendants, plus intéressés par les registres que par la connaissance des matériels.
en France du moment que le nombre y est. Les Américains en combinaison de mécaniciens n'hésitent pas à ramper sous les chars, dans la boue, pour détecter la plus minuscule tache de rouille. Quand on aide vraiment ou on n'aide pas. C'est pas pour essayer de se libérer d'une joue d'une domination pour être sous le joug d'une autre. Attends, on va continuer. On va continuer. Il décortique moteur, boîte de vitesse, mécanisme des canons, interrogeant sans cesse pilote, aide mécanicien, opérateur de radio, tireur ou canonnier. Rien ni personne n'échappe à leur vigilance, pas même les chefs de bataillon, qui en sont réduits à passer une fois de plus leur permis de conduire. Les Américains se comportent en techniciens, en professionnels froids et impersonnels, ne se livrant à aucun commentaire, mais consignant toutes leurs observations sur un carnet qui ne les quitte pas et dont ils conservent jalousement le secret. Ils ne sont pas pressés, rien ne les influence, ni la propreté évidente d'un véhicule, ni le galon de l'interlocuteur. L'inspection dure 48 heures. Dans la division règne l'angoisse. L'atmosphère s'alourdit. Et puis le 14 février au soir, les Américains repartent sibyllins, laissant sans réponse la question que tous se posent. Gagné, perdu, pour qu'ils nous passent du matériel. Vous comprenez, pour faire continuer la guerre contre les Boches. D'accord? Ce sont des opportunistes, ce ne sont pas des alliés. Les Britanniques, oui. Les Canadiens, oui aussi. Ceux-là, ce sont des alliés. Ils ont donné des hommes et du matériel. Les Américains n'ont donné que du matériel, n'ont pas donné d'hommes. Voire très rare. Il n'y a rien. Il n'y a rien en réalité. Que du matériel. Mais ce matériel-là, avec ce matériel, ils nous ont asservis par la suite. Et vous allez comprendre, dans la France américaine, controverse de la libération. Ces deux livres-là, en les entrecroisant, vous allez avoir une vision globale de ce qui s'est réellement passé. Que ce qu'on nous raconte, qu'est-ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui et demain et après-demain. Les honneurs qu'ils ont faits. Je vois pas qu'ils font des honneurs. Je vois pas qu'ils font de la commémoration. On ne voit que des Blancs, des Britanniques et des Américains. J'ai vu la tête de Trump à la télé, d'une arrogance inimaginable. Fallait qu'on le voie, celui-là encore. Quelques jours plus tard, un télégramme laconique du haut commandement US informe le général Leclerc, parce que la 2e division des blindés était commandée par le général Leclerc, que sa division est désormais apte à faire campagne. Un gigantesque hurrah salue cette décision largement méritée. Apte à faire campagne, grogne le capitaine Rogier le soir à la popote. C'est bien joli, mais où? L'hypothèque. L'hypothèque de l'inspection levée. L'incertitude et l'impatience reprennent droit de cité. Le corps expéditionnaire français de juin a été engagé en Italie. Écoutez bien et décrassez tous vos oreilles. Le corps expéditionnaire français de juin, on parle de juin 1944, sur les côtes françaises, a été engagé en Italie. Son intégration dans le dispositif allié laisse penser qu'aucune autre unité n'y aura sa place. Les cadres de la DB, division des blindés, supputent donc les chances de leurs camarades d'arriver les premiers en France, car pour eux, c'est finalement cela qui compte. D'ailleurs, les bruits d'un prochain débarquement sur les côtes françaises circulent à Témara avec une insistance accrue. Mais où aura-t-il lieu? En Provence? Dans le Pas-de-Calais? Ce sont ceux de Témara, l'Afrique du Nord, qui ont fait la majeure libération des côtes. L'instruction a repris, mais les unités sont conscientes qu'elles mettent les derniers détails au point. L'outil est affûté d'un tranchant de plus en plus aigu. La division a d'ailleurs pris son visage définitif, celui qu'elle aura au combat. L'attelage char-infanterie est maintenant chose acquise, et les manœuvres qui les mettent en action prouvent chaque jour la souplesse et l'efficacité d'emploi de la méthode. Déjà se profile la prochaine articulation, 3 combats commandes, à l'américaine, chacun étant une véritable petite armée en réduction,
organisé à partir du jumelage bataillon d'infanterie régiment de chars. Il comporte un escadron de reconnaissance, un escadron de chasseurs de chars, un groupe d'artillerie, une compagnie du génie, une compagnie médicale, un élément de réparation et de train. Ces combats commandes peuvent ainsi manœuvrer, attaquer, se déplacer, se protéger eux-mêmes, soit d'une façon indépendante, soit au contraire dans une opération d'ensemble. Chaque combat commande comporte environ 4000 hommes et près de 800 véhicules. Le printemps qui s'annonce réveille les ardeurs, aiguise les impatiences. Par roulement, les hommes partent en permission. Le départ n'est pas pour demain. Et puis brusquement tout se précipite. Les permissionnaires sont rappelés. Les asticages reprennent. Le général de Gaulle viendra en inspection le 7 avril 1944, Témara. Dans 2 jours. À part les anciens du Tchad ou d'Égypte, peu d'hommes ont eu l'occasion de voir le général de Gaulle. La perspective de lui être présenté attise les ardeurs, même chez ceux qui, quelques mois plus tôt, ne juraient que par Giraud, qui était un autre commandant. Ce 7 avril, la 2e division blindée bat d'un seul cœur. La prise d'armes est impressionnante. Toute la division est alignée, formidable d'acier, les canons formant une voûte qui s'étend à l'infini. La mer est bleue, le ciel dégagé, le vent nul. Les commandements portent loin, et d'un bout à l'autre, ce ne sont que des silhouettes figées, visages tendus vers l'horizon. De Gaulle passe lentement devant les formations, cherchant à capter les regards. 12 000 hommes, 3 000 véhicules défilent. Pendant près d'1 heure, Half-Trax du RMT, automitrailleuse des Spahis, Sherman ou char léger des blindés, RCA du 12e chasseur, du 12e cuir, du 501, tank destroyer du RBF-M, automoteur du groupe d'artillerie, passe devant la tribune d'honneur, chaque équipage fier de montrer au chef qu'il s'est donné l'outil forgé pour la victoire. Les fanons claquent au vent de la vitesse, les chenilles ferraillent, les moteurs grondent, fracas guerrier qui transporte et fait vibrer. Mais De Gaulle n'est pas seulement venu pour assister au défilé. Quelques heures plus tard, il rassemble dans la grande salle du casino la plupart des commandants des grandes unités. Le colonel de Langlade, du 12e RCA, Malagouti, du 501, Warabiot, du 12e cuir, Rémy, des Spahis, Madjiar, des fusiliers marins. À côté d'eux, les artilleurs, Mirambeau du 140e, Tranier, du 1164e, Fieschi, du 2e tiers RAC. Plus loin encore, Gravier, du génie, Richer, du bataillon médical, et insolite dans ce rassemblement d'hommes, la commandante Florence Conrad, une Américaine qui a constitué un groupe de conductrices ambulancières auquel elle a donné symbolique le nom de Rochambeau, un mot que les hommes de la division ont féminisé en adoptant les Rochambelles comme des sœurs d'armes. Vous entendez? De Gaulle passe devant chacun d'eux, un mot aimable pour les visages qu'il reconnaît, ceux de vieux compagnons, une lueur d'intérêt dans les yeux quand il se fait présenter les autres, à tous une poignée de main franche et solide. Puis il prend la parole, affirmant avec solennalité sa certitude dans la victoire, la nécessité de l'union des Français et l'indispensable participation de la nation à l'effort de libération. Un instant de silence, De Gaulle ménage ses effets avant de donner sa conclusion que personne n'attendait plus. La 2e DB débarquera bientôt en France aux côtés des Alliés. Elle y vaincra, puis elle portera le fer de l'autre côté du Rhin. Un immense soupir salue la nouvelle. De Gaulle sourit, mais son sourire ne donne pas compte des efforts qu'il a dû déployer pour arracher cette décision du commandement allié. Pas plus que des démarches qu'a dû accomplir Leclerc pour enrayer un processus déjà fortement engagé par les autorités d'Alger afin d'intégrer la DB au corps d'armée B du général de Lattre, prévu pour débarquer en Provence au milieu du mois d'août prochain. Parallèlement, De Gaulle, acquis à l'idée de faire participer une grande unité française à la future ouverture du second front à l'ouest, a usé de toute son influence, pesé de tout son poids auprès du seul allié qu'il possède, Winston Churchill. Mais ni De Gaulle ni Leclerc ne se font d'illusions, eu égard à la gigantesque force nécessaire pour enfoncer les défenses allemandes. L'apport d'une division blindée française, fût-elle la meilleure du monde, n'est qu'une goutte d'eau dans la mer, compte tenu des plans dressés de longue date par le grand état-major allié. Son insertion dans un corps de bataille élaboré dans ses moindres détails peut poser des problèmes. Nous ne devons pas être exigeants, explique De Gaulle.
Dans cette assemblée où toutes les places sont attribuées, il faudra nous contenter d'un strapontin. Le clerc approuve bien décidé si l'occasion s'en présente, et il fera tout pour la susciter, à donner à son modeste strapontin les dimensions d'un fauteuil d'orchestre, si possible au premier rang. Si le clerc pense en termes tactiques, De Gaulle pour sa part raisonne en termes politiques. Il sait que sous l'impulsion de Roosevelt, qui veut punir la France, les Américains ont prévu d'installer dans les territoires français libérés une administration militaire, l'AMGOT, chargée de gérer le pays en attendant le retour à la normale, au-delà même de la victoire. Cette administration était initialement prévue pour les pays ennemis, l'Allemagne, l'Autriche, le Japon. L'AMGOT, retenez l'AMGOT, parce qu'on va y revenir dans l'autre livre de Régine Torrent. Pour De Gaulle, ce principe est inadmissible. Écoutez bien, débouchez-vous les oreilles. Pour De Gaulle, ce principe est inadmissible. Incarnant la légitimité française, il ne peut tolérer l'idée même d'une légalité concurrente de type colonial qui ignore le gouvernement d'Alger. Son attitude est ferme. Tout territoire français libéré passera automatiquement sous son autorité. Des commissaires de la République, des préfets auront d'ailleurs été prévus. Ils sont déjà nommés. Encore faut-il qu'au sein des éléments alliés se trouvent des unités françaises qui facilitent les choses. D'autant qu'un autre péril se profile à l'horizon. Du chaos qui inévitablement suivra la déroute allemande et l'effondrement du régime de Vichy peut surgir une force organisée, révolutionnaire et pour tout dire communiste, dont le but avéré est d'instaurer en France un régime marxiste. La présence de la deuxième DB au dévouement aveugle permettra de lever cette nouvelle hypothèque. Mais ce 7 avril 1944, les officiers de la division ne pensent qu'à une seule chose, à leur engagement prochain. Les choses se précipitent. 2 jours plus tard, le 9 avril, le premier détachement s'embarque à Casablanca, direction l'Angleterre. Dans les semaines qui suivent, par éléments successifs, le reste des unités va prendre la mer à son tour. C'est l'ultime étape avant le grand rendez-vous que tous se sont fixés avec le sol de France. Les Anglais qui ont débarqué, pour la plupart, la majorité ont été des régiments. Les hommes ne sont pas venus que d'Angleterre, mais les hommes sont venus du Maghreb. Et d'Angleterre, on a eu beaucoup de parachutistes au débarquement. Voyez-vous, Monsieur Emmanuel Macron, les commémorations que vous faites ne sont pas complètes. La France américaine, quelques petits passages. Je ne peux pas dans l'immédiat continuer parce que le devoir m'appelle avec mes enfants. Mais j'espère que M. Emmanuel Macron en prendra de la graine. La France américaine, controverse de la libération. La deuxième DB de Erwan Bergo. Bonne journée à tous, chers Français.